Merci à tous. Messieurs, en avant. Voilà. Alors, est-ce que d'abord vous m'entendez correctement? Parfait. Oui ou non? J'ai des retours contrastés qui m'amènent à penser que ceux qui répondent non, est-ce que le niveau sonore est bon là? Ça va mieux? Encore un tout petit peu, si c'est possible. Voilà. D'autant que comme M. Zemmour parle nettement plus vite et nettement moins fort que moi, il vaut mieux que ce soit tout de suite bien dosé. D'abord, on est très heureux de vous accueillir. Et vous êtes chez vous, et Éric est ici chez lui. Parce que nous sommes dans une maison où je veux que le débat soit libre et ouvert. Les Républicains veulent qu'on réfléchisse. On a besoin de se questionner sur où va notre pays, sur les difficultés auxquelles il est confronté, sur les espoirs qui peuvent être les siens. Et Guillaume Larrivé a fait un immense travail, je l'en remercie, pour faire en sorte que ces rendez-vous soient ouverts à des intellectuels qui font du bien à notre pays. Parce que, comme le disait Montaigne, il frotte la cervelle. Et on a besoin de se frotter la cervelle. Pour être plus précis encore, on a besoin que ce rendez-vous soit ouvert à des personnalités qui secouent cette espèce de gang, de pensée toute prête, avec laquelle on organise ce que Michel Houellebecq appelle la soumission, c'est-à-dire petit à petit la démission des idées, le fait qu'on ne voit plus ce qu'on voit, qu'on ne dit plus ce qui nous scandalise parfois, et qu'on renonce tout simplement à débattre ensemble de ce qu'on souhaite pour notre pays. La personne qui est à côté de moi est une figure libre. Et je suis heureux qu'il soit ainsi. Parce que c'est un être auquel on ne dit pas ses idées et qu'on n'intimide pas. Éric, au-delà de nos différences, et nous en avons, nous ne sommes pas d'accord sur tout, il n'est pas d'accord avec tout ce que je pense, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il pense, mais il fait partie de ceux qui ont contribué à ouvrir les yeux de la France sur ce qui était en train de se passer. Et notamment sur les dérives du communautarisme, le danger de l'intégrisme, l'effritement petit à petit de notre roman national. Ce livre que j'ai ici est un immense travail. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec Éric avant qu'il se lance dans cette entreprise colossale, qui m'a raconté d'ailleurs au tout début. C'est un immense travail d'archives, de recherche, de réflexion, de mise à distance de quoi? De ce qu'est l'histoire de France. Ce que Éric revisite, c'est l'histoire du grand roman national. Et quand vous lisez ce livre, ce qui fait d'abord plaisir, c'est de retrouver l'histoire de France telle qu'on l'enseignait. Cette histoire de France qui était transmise à nos enfants comme un legs précieux avec de grandes figures. C'est ce qu'Éric restitue. Vous croiserez Vercingétorix, vous croiserez Clovis, vous croiserez la figure évidemment de Napoléon Bonaparte ou de De Gaulle, mais vous croiserez aussi des gens moins connus, que j'avais même parfois moi oubliés, Nogaret, Maupeou. Des figures aussi qui sont revisitées pour le rôle triste qu'elles ont eu dans l'héritage de notre pays. Talleyrand, Madame de Staël, Voltaire même, qui est analysé avec un regard différent. La figure de François Ier, qui était pourtant un roi que moi j'aimais beaucoup, mais dont Éric souligne avec justesse qu'il a eu aussi certains travers. Que fait Éric avec cela? Il restitue aussi ce qu'est son parcours à lui, d'un enfant issu d'une famille juive, et qui a profondément chéri et aimé dès sa tendre enfance les valeurs de la culture républicaine. Le parcours d'une intégration et d'un choix profond porté charnellement de son amour de la France. Ce que j'aime au fond dans ce que Éric nous raconte, c'est qu'il nous raconte deux choses. D'abord, il nous dit que notre nation est une nation exceptionnelle, qui a eu un destin exceptionnel, qui a un parcours qui s'est imposé dans le grand combat des grandes puissances, à la fois en Europe et dans le monde, qui auraient pu connaître un autre destin, être soumises au joug de l'Espagne, comme Éric le rappelle.
qui aurait pu ne pas être capable de faufiler ce grand affrontement pluriséculaire avec l'Angleterre, qui se prolonge encore aujourd'hui dans les batailles de la mondialisation, que le destin de la France est exceptionnel et qu'il mérite autre chose qu'un travail de contrition dans lequel on ne cesse de s'excuser de ce qu'est l'histoire de France, qui mérite un travail de fierté. C'est la première leçon que nous rappelle Éric. Vous voulez que notre pays rayonne, il doit être fier de lui et fier de son histoire. C'est la première chose que Éric nous apprend à travers ce livre. Et la deuxième chose qu'il nous apprend, c'est que la France n'a été grande que quand elle assumait les valeurs qui étaient les siennes, que quand elle assumait ce qu'elle était. Et qu'à intervalles réguliers dans notre histoire, il y a cet affrontement qu'Éric explique parfaitement entre ceux qui ont misé sur la déconstruction du pays, la haine de la France, des gens qui petit à petit ont tourné le refus de ce qu'était notre pays, ont contribué à le désagréger dans une espèce de projection plus ou moins universaliste dans laquelle on a oublié nos racines, notre culture, notre identité. Et de l'autre côté, les grandes figures, à l'image de Richelieu, qui ont tenu fermement le cap et n'ont jamais abdiqué sur le fait que la France n'était jamais aussi grande que quand elle assumait son identité, ce qu'était sa culture et ses valeurs. C'est pour moi la plus belle des leçons que nous apporte Éric Zemmour à travers cet ouvrage. C'est une formidable invitation au débat. Nous ne serons pas d'accord avec tout, mais au moins voilà quelqu'un qui secoue la poussière. Et je voudrais finir avec quelque chose. Éric a d'admirables citations. Moi, il y en a une que j'aime et qui est évidemment un écho pour toi, c'est celle de Simone Weil, la philosophe, qui rappelait quelque chose, il faut donner quelque chose à aimer, et ce quelque chose, ce doit être la France. Voilà ce que fait Éric. Merci à lui. Merci. Bon, maintenant qu'il a tout dit ce qu'il y avait dans mon livre, je vais pouvoir raconter quelques babioles. D'abord, bonsoir à vous tous. Merci d'être aussi nombreux, d'être aussi chaleureux. Merci à Laurent Wauquiez de me recevoir dans ses murs. Merci à Guillaume Larrivé d'avoir organisé tout ça. Merci à vous tous d'être venus là. J'en vois beaucoup debout. Merci à vous. Je suis très touché de cet accueil chaleureux et je vais essayer de ne pas faire démentir le vibrant éloge qu'a fait de moi Laurent Wauquiez. En fait, si j'ai bien compris ma feuille de route de ce soir, je vous propose de vous expliquer pendant 15-20 minutes pourquoi j'ai écrit ce livre, qu'est-ce qui m'a vraiment motivé, et ensuite je répondrai volontiers à vos questions, soit sur l'histoire, soit sur le livre, soit sur l'actualité, pour essayer de, comme je le fais déjà dans le livre, de rattraper, de raccorder, de comprendre aujourd'hui par hier et hier par aujourd'hui, car je pense que non pas, selon la phrase paresseuse, que l'histoire se répète, elle ne se répète pas, mais en revanche, l'homme est toujours le même, comme disait Tocqueville, l'histoire c'est beaucoup de copies et peu d'originaux, et surtout les situations se répètent, les situations concordent, les situations nous rapprochent de nos ancêtres, et c'est là qu'est intéressant le jugement, c'est là qu'est intéressant de savoir ce qu'ils ont fait. Et j'en viens directement au fait, c'est justement pour cela que j'ai écrit ce livre. Parce qu'après tout, comme me le répètent suffisamment mes détracteurs, je ne suis pas historien professionnel, loin de là. Je ne suis pas à l'université et je n'ai pas de légitimité pour eux. Et j'ai écrit ce livre justement pour leur répondre. Parce que justement, nous avons une école d'historiens, une université qui, depuis 30 ou 40 ans, explique deux choses. La première, le contraire de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de leçon en histoire, que chaque événement est indépendant, qu'on ne doit pas tirer de leçons en histoire, c'est-à-dire qu'ils nous interdisent de penser l'histoire par rapport à aujourd'hui, alors que des générations précédentes d'historiens ne faisaient que raconter une histoire en fonction des problématiques d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous démontrerai après que c'est ce qu'ils font eux-mêmes.
raconter une histoire qui soit en fonction des problématiques d'aujourd'hui, mais ils nous interdisent de faire de même. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, pourquoi ça s'appelle Destin français, c'est parce qu'ils expliquent à longueur de colonnes, à longueur de cours dans les universités, à longueur de thèses, que la France, l'histoire de France n'existe pas. Et ils veulent absolument démontrer que l'histoire de France n'existe pas parce qu'ils ont bien compris que la France n'existait pas sans son histoire, que la France n'était pas une race, que la France n'était pas une ethnie, que la France n'était même pas à l'origine une langue, que la France n'est même pas une géographie, contrairement à ce qu'on croit. J'ai coutume de plaisanter avec certains de mes amis qui me prennent pour un fou. Pour moi, la France, ce n'est pas l'Hexagone. Pour moi, c'est l'empire de Napoléon de 1810. Dans lequel il y avait l'Italie du Nord, l'Allemagne rhénane, la Belgique. Je dis d'ailleurs toujours à mes amis belges que pour moi, ils sont français, qu'ils ne sont belges que par le génie malsain des Anglais et de Talleyrand, et que donc pour moi, ils sont français. Donc vous voyez, on peut considérer que la France, ce n'est pas l'Hexagone. L'Hexagone, il faut bien que vous compreniez ça, c'est le produit d'une défaite française. C'est une géographie qui est le produit de la défaite française de 1815 et qu'on n'a jamais pu récupérer un territoire digne de nos ambitions et digne d'ailleurs des enjeux d'aujourd'hui. Mais c'est un sujet que je reprendrai après si ça vous intéresse. Deuxième raison donc pour laquelle j'écris une histoire de France, c'est parce que pour les historiens d'aujourd'hui, il y a soit le monde, histoire mondiale de la France, c'est-à-dire la France n'est rien, n'est que le jouet des interactions du monde, soit il s'arrête à des problématiques les plus microscopiques possibles. Par exemple, ils vont vous faire une thèse sur la théorie du genre en 1742 dans le Poitou. Et ça, évidemment, pour prendre un peu de distance et un peu de recul sur l'histoire de France, c'est un peu compliqué. Pourquoi font-ils ça ? Ils font ça pour deux raisons. La première, qui est une raison légitime, c'est que la connaissance historique a tellement augmenté, les exigences scientifiques de l'histoire se sont tellement accrues que chacun est enfermé dans sa micro-science et dans sa micro-culture. Et donc, évidemment, il ne voit que des choses les plus petites parce qu'il les approfondissent terriblement. Et puis, il y a une autre raison qui est beaucoup plus idéologique, qui est, je dirais, beaucoup moins légitime. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument montrer qu'il n'y a pas de France, que la France est une création artificielle, que la France est une création injuste même, inique, qui s'est bâtie sur le dos des victimes. Alors les victimes, c'est toujours les mêmes, c'est les vaincus, ce sont les femmes, ce sont les colonisés. La liste des victimes, elle est en libre service depuis 30 ans dans toutes les télévisions et dans tous les médias et dans toutes les universités. Vous la connaissez aussi bien que moi. Et donc, la France, c'est pas partie des victimes, elle fait partie des bourreaux. Et donc, il faut méthodiquement détruire cette histoire de France. Il faut méthodiquement montrer que tout ça n'existe pas. Il faut en vérité ridiculiser notre prétention à être une nation et une grande nation, comme disaient les Allemands au XIXe siècle. Et là, l'objectif de l'histoire est simple. Comme c'est l'histoire qui a fait la France, c'est l'histoire qui va défaire la France. Et leur ambition est énorme. Et leur ambition est en voie d'être réussie. Si vous regardez les livres d'histoire de vos enfants, des adolescents, c'est sidérant. C'est absolument sidérant. Ouvrez un livre d'histoire encore des années 70 et ouvrez un livre d'histoire aujourd'hui de 4e, de 3e. C'est absolument impressionnant. D'abord, il n'y a plus grand-chose. Et surtout... l'histoire de France est noyée dans un ensemble qui doit répondre aux problématiques d'aujourd'hui. Alors, je vais vous donner un exemple que je donne toujours, qui est très simple. Pour l'histoire de la Révolution française, vous avez 2 pages sur Olympe de Gouges
Et vous avez ça sur Robespierre. Ça, c'est l'histoire de France moderne. Et pourquoi ? Parce que Robespierre est un méchant, donc la prof va leur expliquer que c'est un méchant et un fou qui voulait tuer tout le monde. Et vous avez ensuite Olympe de Gouges. Pourquoi ? Parce que c'est une grande héroïne féministe. Peu importe que tout le monde se foutait d'Olympe de Gouges en 1793. J'ai coutume de dire que Robespierre a dû la faire guillotiner sans même savoir qui c'était. Que pendant un siècle et demi, elle a absolument disparu de l'histoire de France. Que c'est Benoît de Groot, dans les années 60, une écrivaine, comme elle disait, qui l'a ressuscité et qui a inventé ce personnage comme un personnage de la Révolution française. Mais Danton, Robespierre, Mirabeau, se seraient bien marrés. Elle n'existait pas pour eux. Eux, les femmes qu'ils connaissaient, c'était soit les grandes duchesses, soit les tricoteuses qui surveillaient dans les assemblées pour qu'il y ait des condamnations à mort, soit la grande Théroigne de Méricourt qui avait été la plus féroce dans les massacres du 2 septembre. Ça, alors là, ils les connaissaient. Mais alors, Olympe de Gouges, la Déclaration des droits de les femmes, etc., rien. Mais vous avez bien compris que, peu importe, puisque nos historiens sont persuadés que l'histoire qu'on nous a appris dans le passé était une construction complètement artificielle pour inventer une nation française qui n'existait pas, ils se sentent tout à fait légitimes à leur tour, inventer une histoire qui corresponde aux problématiques d'aujourd'hui et à l'idéologie qu'ils veulent faire passer aujourd'hui. Et alors, ils vont vous expliquer que l'islam est à l'origine de la France autant que le catholicisme. Et ils vont vous inventer des histoires, ils vont vous expliquer que la bataille de Poitiers, ce n'était rien. Ah voilà, ça c'est la nouvelle trouvaille. La bataille de Poitiers, Charles Martel, tout ça, c'est de la rigolade. Bon, c'était comme ça, ils avaient le choix entre une partie de foot et une bataille, et ils ont choisi la bataille. Mais vraiment, franchement, il ne fallait pas les pousser pour qu'ils choisissent le terrain de foot. Hein. Ils vont vous expliquer que, de toute façon, il n'y a pas eu de vraie bataille et que les conquérants arabes étaient là pour piller et que, de toute façon, ils ont perdu parce qu'ils avaient trop de poids de leur pillage et qu'ils sont allés piller ailleurs. Ils oublient simplement de vous dire que c'est dans cette conception de la guerre, c'est-à-dire la guerre conçue comme un pillage, qu'ils ont conquis la moitié de la planète. Et que c'est comme ça qu'ils ont conquis l'Espagne, et c'est comme ça qu'ils ont conquis tout le sud de la France. C'était leur manière de conquérir. Et donc, quand Charles Martel les arrête, c'est un coup d'arrêt majeur. D'autant plus, et ça, c'est un grand historien américain qui explique ça, Hamsun, qui explique que chaque civilisation a son mode de combat, et que le mode de civilisation occidentale est né avec les hoplites grecs qui, justement, ne pillaient pas et faisaient des affrontements solides, très durs, pour détruire l'adversaire. C'était le génie de l'Occident. Charles Martel, comme par hasard, a retrouvé dans cette bataille les fondamentaux de la Rome antique et des fondamentaux de la stratégie romaine. Donc vous voyez, une simple bataille, je vous raconte cette simple bataille pour montrer comment, d'une même bataille, on peut raconter deux histoires différentes. Et, si vous voulez, moi, ce que j'ai voulu raconter, c'est l'histoire de France du point de vue français. C'est ça, en fait, le côté iconoclaste de ce livre, par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis 40 ans. Ce n'est pas, non pas que la France ait tout fait bien, non pas que la France ait toujours réussi, loin de là, non pas qu'elle ait qu'un beau côté à présenter, non pas que j'invente, comme on me reproche, un nouveau roman national, avec le sous-entendu de roman comme invention. En fait, je vais vous dire, quand vous entendez quelqu'un reprocher le roman national, ne vous leurrez pas. Ce qu'il vous reproche, ce n'est pas le roman, c'est le national. Et ça, il faut bien le comprendre, parce que c'est ça l'enjeu. Donc, non pas que j'invente un roman national, mais je raconte une histoire du point de vue français. C'est-à-dire que je ne raconte pas Napoléon du point de vue anglais, mais du point de vue français. Je ne vais pas raconter la guerre de 14-18 du point de vue allemand, mais du point de vue français.
je ne vais pas raconter la colonisation et la décolonisation du point de vue des colonisés, mais du point de vue français. Encore une fois, ça ne signifie pas qu'on a toujours raison. Ça signifie simplement qu'il faut se réapproprier son histoire. Pourquoi faut-il se réapproprier son histoire? Car c'est la seule solution pour se réapproprier son pays. Et c'est la seule solution pour qu'on se sente de nouveau français. Il y a, vous savez, une très jolie formule d'André Suarez, un grand écrivain malheureusement oublié aujourd'hui, et qui dit il y a deux types de Français. Il y a les Français par l'esprit et il y a les Français par la chair. Et les Français par la chair, bon, ils sont là depuis des siècles, c'est simple, ils sont Français, ils ne se sont jamais posé de questions. Et puis, il y a les Français par l'esprit qui viennent d'ailleurs. Et eux, auparavant, et j'en suis sans doute la dernière génération, on les rendait Français par l'histoire de France. C'est-à-dire qu'on s'appropriait les héros de l'histoire de France. Moi, j'ai grandi, quand j'étais enfant, je rêvais d'être dans les batailles de Napoléon, je ne comprenais pas pourquoi il était allé en Russie, et je rêvais de lui dire « mais t'es fou, arrête-toi là !» Voilà, c'était ça avant. Et on regardait à la télévision Vidocq, on regardait les Schumacher, l'espion de l'empereur, c'était les séries qui vous racontaient encore plus l'histoire de France. Ça, c'était mon enfance. C'est comme ça qu'on devenait français, par l'histoire de France. Et aujourd'hui, justement, la grande bataille de l'histoire, c'est que les historiens estiment qu'il faut raconter à chacun l'histoire de ses origines. Alors on va raconter aux petits Arabes l'histoire du Maghreb, on va raconter aux petits Africains l'histoire des royaumes africains, on va raconter aux petits Asiatiques la glorieuse histoire de la Cochinchine avant la France et après la France, et on va leur expliquer que les Français ont été de méchants colonisateurs. Entre parenthèses, la plupart ne seraient pas nés s'il n'y avait pas eu la colonisation française, puisqu'ils mourraient tous comme tous les pays tellement pauvres c'est la France qui a apporté la médecine et qui a permis d'arrêter la mortalité infantile massive qu'on connaissait dans toutes les sociétés traditionnelles. Donc, mais à part ça, on va leur expliquer que la France a été un méchant colonisateur et qu'ils doivent récupérer leur culture. Ça, c'est leur meilleur moyen de désintégrer la France. Et c'est exactement ce qui a été réussi. C'est-à-dire que chacun estime qu'il est de son origine, de sa culture, de sa race, comme dit Ouria Bouteldia, et qu'il doit prolonger son histoire, y compris sur le sol français. Et que l'histoire de France n'est que l'histoire des Gaulois, n'est que l'histoire de ceux qui étaient là avant, et qui sont des salauds puisqu'ils nous ont colonisés. C'est ça exactement à quoi on est arrivé. Alors que l'histoire enseignée auparavant, je raconte dans mon introduction une phrase absolument extraordinaire d'Alfred Grosser. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce nom, c'était un historien qui comptait quand moi j'étais à Sciences Po et qui était très important. Et son père était allemand et son père avait été médecin dans l'armée allemande pendant la guerre 14. Donc vous voyez, il était du camp allemand. Et puis dans les années 20-30, il arrive à Paris, il devient français. Et dans les années 50, il fait un cours et il raconte l'histoire de la guerre 14. Et à un moment, en parlant des soldats français, il dit « nous ». Et là, il a un moment de réflexion, tout en continuant son cours. Il dit « je me disais, j'ai dit « nous » en parlant des soldats français, alors que mon père était en face. Assimilation parfaitement réussie. Napoléon est mon grand-père. Et Jeanne d'Arc est mon aïeul, et Goethe n'est qu'un grand écrivain étranger. Ça, c'était l'assimilation française de l'ancien temps. Aujourd'hui, le même vous aurait dit « mais non, je suis allemand ». Et on vous leur a dit « mais tu as une carte d'identité française ». « Oui, mais ça fait rien, je continue d'être allemand ». C'est ça, les deux enseignements de l'histoire. C'est ça l'enjeu historique. Et si vous voulez, cet enjeu historique est essentiel et majeur. Et vous avez bien compris, parce que les guerres d'historiens, on en a toujours eu dans l'histoire de France. On a eu, les plus anciens s'en souviennent, la lecture communiste de la Révolution et la lecture libérale, Furet et compagnie, de la Révolution.
Avant, on avait eu la lecture monarchiste, le Grand Bainville, et puis la lecture républicaine, les Hollard, Mathiès, qui s'engueulaient en plus entre eux parce qu'il y en avait qui étaient dantonistes et les autres qui étaient robespierristes. Et puis avant, alors là c'est vraiment pour la petite histoire et c'est le plus amusant, sous l'Ancien Régime, on avait eu l'opposition entre les mérovingiens et les romanistes. Là moi j'adore cette opposition, c'est-à-dire que les mérovingiens disaient que les aristocrates c'était les Francs et que le tiers-état c'était les Gaulois. Et que les privilèges des aristocrates venaient du fait qu'ils avaient été les vainqueurs 1000 ans plus tôt, et que donc le tiers-état n'avait qu'une chose à faire, se taire. Et la monarchie française, très inquiète de cette division de la nation française, a fait monter au créneau des historiens romanistes qui ont expliqué, mais pas du tout, la France, c'est le descendant de Rome. C'est le descendant de Rome, de l'Empire romain. C'est d'ailleurs la thèse que je défends dans le livre. Je pense que la France, c'est Rome au carré, c'est-à-dire Rome, le catholicisme, et Rome, l'Empire romain. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de mon magnifique empire de 1810. Mais pour vous dire l'influence politique des guerres de l'histoire, vous savez très bien, pour les communistes et les libéraux, vous savez très bien que la lecture communiste a influencé des décennies de batailles politiques et d'enjeux politiques. Mais pour revenir à mes petits romanistes et mes petits mérovingiens, dès que la Révolution commence et qu'il y a un affrontement, évidemment, entre le tiers-état et les aristocrates, Sieyès dit « Mais si les aristocrates ne sont pas contents, qu'ils retournent dans leur forêt de Franconie. » 3 ans plus tard, ils sont tous sous la guillotine. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est qu'en France, les guerres d'historiens, ça finit par des guerres politiques. Et les guerres politiques, ça finit souvent par des guerres civiles. C'est une des grandes leçons que je tire de ce travail. C'est même terrifiant, en vérité, à quel point ça marche à chaque fois. Quelques mois avant la Révolution de 1848, Lamartine écrit une histoire des Girondins qui a un énorme succès, qui réveille la nostalgie de la Révolution, et c'est la Révolution de 48, et c'est Lamartine qui prend le pouvoir. On vit en France là-dessus. À chaque fois qu'il y a des combats d'historiens, qu'il y a des affrontements d'historiens, ça a des influences sur le combat politique ensuite, et très souvent, car on est le pays des guerres civiles, on est le pays des guerres de religion, ça finit en un vrai affrontement, les armes à la main. Et c'est pour ça que cet enjeu historique aujourd'hui, que j'essaye de vous expliquer avec des historiens qui nous disent qu'il faut que chacun continue l'histoire de ses origines, on voit bien où ça mène. Ça mène tout simplement à la désintégration française et avec des territoires avec des populations qui vont dire « Mais moi, je ne veux pas poursuivre l'histoire de France. Moi, je veux pouvoir poursuivre une autre histoire. Mais j'ai rien à faire avec ces gens-là. » Et c'est ça qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre la partition, comme dirait François Hollande. François Hollande lui-même l'a dit que ça finirait par une partition. Il faut bien comprendre que... Et ça, je pense, peut-être que je me leurre, je pense que ça a commencé dans la conception qu'on avait de l'histoire de France. Et je pense qu'on nous a changé l'histoire de France, et ça, en changeant l'histoire de France, on a changé l'avenir de la France. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'écrire ce livre pour contrecarrer ça. Alors, vous savez, on est toujours, quand on écrit, entre l'humilité et l'orgueil démesuré. Humilité, on sait que ça ne servira pas à grand-chose, et l'orgueil démesuré, on croit qu'on va changer la face du monde en écrivant un livre. On est toujours entre ces deux approches et ces deux sentiments contradictoires. Et bon, j'espère que la balance penchera un peu vers une certaine utilité. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Alors, je vais vous demander d'accueillir Guillaume, qui est celui qui organise tous ces débats. Vous pouvez l'applaudir très chaleureusement. D'autant que Guillaume a son père dans la salle qui est extrêmement fier de lui, et que moi j'ai ma mère dans ma salle qui théoriquement est aussi un peu fière de son fils.
et que Éric a lui-même ses 2 enfants qui sont au premier plan et qui le regardent avec admiration. Maintenant, je vais laisser à Guillaume le soin de piloter les débats, en remerciant également tous les politiques qui sont venus et qui, j'espère, ont pris et vont prendre une grande leçon d'histoire de France, et notamment notre secrétaire générale, Annie Genevard, qui étant des lointaines contrées franc-comtoises, totalement enracinées dans le destin national, ne peut qu'adhérer à ce grand combat de la construction de la France. Guillaume. Un grand merci à Laurent. Pardon pour ce retard, Laurent m'avait envoyé chez le Premier ministre, et le Premier ministre parle des heures pour blablater, pour pas dire grand-chose, d'où ce retard. Voilà. En écoutant Éric Zemmour, je me disais qu'on avait beaucoup de chance, parce que, Éric, vous ne dites pas, contrairement à ce que disent des caricatures stupides, vous ne dites pas « c'était mieux avant », mais vous dites « on a une belle histoire de France, on doit être fiers de notre histoire, et surtout, nous qui sommes engagés dans la vie publique, on doit être fiers de l'idée de poursuivre l'histoire de France. C'est ça l'action politique, au fond, poursuivre l'histoire de France. Alors, je suis sûr que vous avez plein de questions. Si Éric en est d'accord, on va peut-être prendre 2 ou 3 questions par série. Hein, on en prend 2, 3. On a les équipes de la direction des études qui ont un micro parmi vous. Voilà, levez les mains. Allez-y. Là-bas au milieu. Ça marche? Non? Si, ça marche. Bon. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'être là. C'est passionnant. Je ne vous vois pas, mais c'est pas grave. Bon. Ah, ça y est, je vous vois. Enfin, je vous devine. Bon, j'ai besoin de vous demander votre avis sur le mien. Oula. Mais avant, je voudrais juste faire une toute petite observation, puisqu'on parle d'histoire. Il est assez remarquable que par pratiquement aucun des médias n'a parlé de la mort du comte de Paris. Je crois qu'elle fait partie de notre histoire, pourtant. Bon, ça, c'est... Bon, il y a eu quelques papiers, quand même. Bon, bah, pas beaucoup. Ouais. France 3, France 2, non, etc. Vrai, j'ai vu quelques papiers. Bon, c'est mon avis, c'était une parenthèse. Il paraît qu'on est libre de dire ce qu'on pense. Alors, mon avis, c'est que la droite s'est construit un piège l'année des présidentielles où cette droite, d'ailleurs, qui était très désunie à cette époque, a eu très peur lors des présidentielles que Jean-Marie Le Pen passe à ces fameuses élections. Et alors, ce jour-là, à cette époque-là, la droite s'est alliée aux socialistes pour hurler aussi fort qu'eux et pour diaboliser Le Pen et son parti. Mais ils l'ont diabolisé exactement de la même façon que les socialistes, aussi fort. Et je pense que c'est un piège qui, aujourd'hui, se referme sur Laurent Wauquiez et la droite. Ainsi, 2 personnes qui se sont dit qu'à partir du moment où Laurent Wauquiez parlait beaucoup, comme Marine Le Pen, en tout cas son parti, eh ben, il y en a 2 qui sont partis de ce côté, à droite, et puis les autres qui ont trouvé qu'ils parlaient aussi trop comme Marine Le Pen sont partis plus à gauche. Voilà, alors ça c'est mon avis, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Alors, je réponds tout de suite. Comment? Ouais, on va reprendre donc une deuxième question, puis une troisième. On va faire des séries de 3, comme vous êtes très nombreux. Pas, madame. Madame? Je suis pas encore sous Alzheimer, je m'en souviens. Ouais, ben moi, si je prends pas de notes, je pense que j'ai avancé. Alors, attendez, pardon. Allez-y, monsieur. Ouais. Ben non, mais il y a madame au fond. Allez-y. Bonsoir. C'est à bâbord. Donc voilà, d'abord pour consoler l'historien qui n'est pas de métier, c'est pas grave, Churchill a écrit une histoire des peuples de langue anglaise qui est universellement reconnue et on lui a pas reproché de ne pas être historien de métier. Premier point. Deuxième point, dans tous les hommes politiques, les grands chefs d'État, les gens qui ont laissé une trace dans l'histoire, ont tous été fans d'histoire. Napoléon lisait la vie des Humdinus de Plutarque, si mes souvenirs sont bons. Bon, argument supplémentaire, le terme de nation, on parle de la nation française dans une chanson datant de l'époque de Jeanne d'Arc. Donc c'est pas une création nouvelle, c'est pas une invention de la République. Voilà. Et dernier petit point. Alors je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne vais pas poser de questions. Je voulais juste vous donner des munitions en plus.
Mais j'ai un petit point de désaccord sur le fait que la France est le pays des guerres civiles. Bon, la guerre de 30 ans et les guerres de religion dans les pays allemands, qui n'étaient pas l'Allemagne, les pays allemands, ce n'était pas rien non plus. C'est vrai. Et avant, les guerres entre les villes et les États italiens à la fin du Moyen-Âge, c'était pas non plus d'une franche gaieté. Voilà. Ouais, mais l'Italie n'existe pas. Ouais. Oui, l'Italie, C'est pas de la guerre j'ai bien civile. dit la guerre entre les villes italiennes et les États italiens. Ah, d'accord, mais c'était quand même une guerre civile, parce que c'était quand même les populations italiennes avec communauté de langue et d'histoire. Voilà. Alors c'était juste des remarques, pas de questions. Les autres vont poser des questions. Merci. Alors, une troisième remarque ou question, monsieur, juste en face de moi. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très bien. Revenons en 1789. Oui. Janvier, février, cahier de doléances. Mois de mai, états généraux. Et le 14 juillet au mois de juillet. Pensez-vous que l'histoire se répète? Ah. C'est marrant, je l'attendais, cette question. Je dois être devin. Alors, allons vite. Bon, la deuxième personne, il n'y a pas de question. Ce que je voulais dire sur l'histoire des guerres civiles, vous avez raison, il y a des guerres civiles ailleurs. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est que la France, il y en a tout le temps. Et que l'histoire de France est rythmée par les guerres civiles et les guerres de religion. C'est ça que j'ai voulu dire. Mais on passe. Madame, pour Le Pen. Alors là, c'est un de nos grands désaccords avec Laurent Wauquiez. Nous nous sommes engueulés en public, en privé là-dessus. Donc, je suis assez tranquille pour vous dire que moi, ce que je lui dis, je vais vous dire ce que je lui dis, que la gauche mitterrandienne a tendu un piège à la droite en séparant le RPR du Front National. C'est une méthode qu'utilise la gauche. Et là, vraiment, j'ai pu travailler dessus et je soumets à la sagacité de Laurent cette histoire-là, parce que c'est la méthode qu'utilise la gauche depuis le début de la Troisième République. Ça a toujours marché entre les légitimistes, les orléanistes et les bonapartistes. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose. Les orléanistes, c'est-à-dire les centristes, ont toujours trahi et sont allés à la gauche contre les légitimistes et les bonapartistes. C'est une histoire qui se répète sans cesse depuis un siècle. Donc je pense effectivement, vous savez, quand je vais voir, quand il y a des gens, des électeurs du Front National qui viennent me voir, j'ai l'impression de voir les gens du RPR que je voyais quand j'étais journaliste politique à la fin des années 80 et début des années 90. C'est exactement la même sociologie, c'est la même typologie, c'est en général des braves gens qui étaient au RPR avant et qui maintenant sont au Front National. Et Charles Pasqua, si je puis me permettre, j'ai beaucoup côtoyé Charles Pasqua, avait dit à Jacques Chirac en 1986, quand il avait refusé l'alliance avec le Front National, à l'époque, il aurait mis 3 ministres Front National et le Front National était mort 2 ans plus tard, exactement comme Mitterrand avait fait avec les communistes. Charles Pasqua avait dit, pour l'instant c'est eux qui nous courent après, bientôt on leur courra après. Et comme d'habitude, Charles Pasqua avait raison. Voilà, ça c'est la deuxième question. Ne m'applaudissez pas trop parce que Wauquiez va m'engueuler après. Alors, donc, et troisième question, ça y est, mon Alzheimer précoce avance. La troisième question, les gilets jaunes. Ah bah oui, les gilets jaunes, évidemment. Alors, question sérieuse. Oui, il y a dans les gilets jaunes la trace des révoltes et des révolutions précédentes. C'est une évidence. Il y a ce côté jacquerie, même si les gilets jaunes ne sont pas des paysans. Mais en revanche, il y a ce côté jacquerie dans le fait qu'ils ne sont pas dans les villes, qu'ils ne sont pas habitants dans les villes et qui sont extérieurs à la ville. Et donc c'est une révolte de gens extérieurs à la grande ville où les richesses se créent. Il y a aussi le côté très révolutionnaire français dans cette hargne anti-monarque. Alors évidemment, Macron a des responsabilités personnelles, mais il y a chez les Français ce rapport que j'étudie d'ailleurs pour le roi fou Charles VI, c'est-à-dire que les Français ont été le peuple qui a le plus aimé son roi. Aucun peuple n'a autant aimé son roi, même quand il était fou, comme Charles VI, il continuait à l'aimer.
Ça, c'est une spécificité française. Et donc, évidemment, vous allez comprendre, de l'amour à la haine, il n'y a souvent qu'un pas. Ce peuple qui aime tellement ses monarques que quand ils le déçoivent, quand ils l'exaspèrent, quand ils l'horripilent, il devient fou de haine pour le même monarque. On l'a vu, Louis XV était adoré au début de son règne. On l'a enterré en catimini, tellement il était détesté. Il faut voir ça dans l'histoire de France. Je ne vous parle pas de ce pauvre Louis XVI qui, lui, justement, a tout fait pour être populaire et qui a fini sur la guillotine. Donc ça, c'est vraiment une tradition de l'histoire de France. Maintenant, comme toujours, comme je vous ai dit au début, il ne faut pas se leurrer. L'histoire ne se répète pas de façon systémique. C'est ridicule. C'est sans doute la première révolte de la mondialisation. C'est-à-dire que c'est ce qui est fondamentalement moderne. C'est-à-dire que les victimes de la mondialisation se sont révoltées. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez, j'ai coutume de dire aujourd'hui, il y a 3 Frances. Il y a la France des métropoles et la France périphérique. Et cette France des métropoles, elle se subdivise elle-même en 2 sous-parties. La France des vainqueurs de la mondialisation, ils sont tous les 2 les vainqueurs de la mondialisation, mais la France des centres-villes, c'est-à-dire les gens qui, comme nous, ont les moyens de vivre dans les grandes villes, à Paris, à Bordeaux, voilà, dans les grandes villes, à Londres, etc. Pour les autres pays, c'est exactement la même chose. Et puis, il y a la banlieue autour de centres-villes qui sont aussi des vainqueurs de la mondialisation. Parce qu'ils sont d'abord à côté des métropoles, là où se crée la richesse, qu'ils viennent de l'étranger où leurs parents, leurs grands-parents étaient beaucoup plus pauvres qu'ils ne seraient. Donc c'est une chance inouïe d'être venus comme ça à côté des métropoles. Et qu'en plus, ils ont, si vous voulez, un système qui est branché sur les métropoles. Il y a les gens qui travaillent, tout simplement, et il y en a beaucoup, qui viennent travailler où ? Dans les métropoles, qui ont les boulots que les métropoles donnent, qui permettent aux gens des centres-villes de payer les restaurants pas trop chers, de faire avoir leur mode de vie de façon raisonnable. Il y a les assistés et il y a les trafics. Donc tous ces gens dans les banlieues, ils sont branchés sur les métropoles. Et puis vous avez la France périphérique. Et alors là, c'est ça les gilets jaunes. C'est-à-dire des gens qui travaillent de façon très modeste, qui ont des revenus modestes, et qui sont les grandes victimes de la mondialisation. C'est-à-dire, eux, ils ont subi la désindustrialisation. Ils ont pu, comme ils ont pu, ils ont mis leurs fils dans les municipalités. Ça tombait bien, la décentralisation a permis une explosion des emplois publics, donc ça a fait un peu bouche-trou, mais ça ne remplace pas l'industrie, évidemment. Donc la désindustrialisation, pourquoi la désindustrialisation ? Tout simplement parce que les emplois, au nom de la mondialisation, ont été mis ailleurs, hein, en Chine, en Turquie, en Inde, etc. etc. Tout le monde le sait. Et puis, ces gens de la France périphérique, ils doivent travailler quand même dans les métropoles, puisque tout est dans les métropoles. Donc ils font 50 km, 80 km pour aller dans les métropoles. D'où, évidemment, l'étincelle qui a été la voiture et cette augmentation des prix avec les taxes et tout ça. Voilà pourquoi cette révolte est en même temps profondément moderne. Elle tire des éléments du passé comme toujours, mais elle est profondément moderne. C'est la révolte des victimes de la mondialisation contre les vainqueurs de la mondialisation. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que les uns et les autres ne se sont pas mélangés. C'est très frappant. C'est une grande leçon de cette révolte des Gilets jaunes. Il y a eu d'un côté la France des Gilets jaunes, la France des petits blancs, comme diraient les Américains, la France de Johnny, qui était là aux obsèques à la Madeleine. Voilà, ça, il y avait eux. Et puis il y avait de l'autre côté, les métropoles. Je dis bien les France des 2 métropoles, c'est-à-dire la France des centres-villes, qui les a snobés, méprisés, insultés, et qui maintenant les craint. Et puis il y a la France des banlieues qui ne s'est absolument pas mêlée de cette histoire. Moi, mon avis, c'est que ça tue tout argument économique et social. Car vous avez bien compris que selon les critères économiques et sociaux, ils auraient dû avoir des accointances avec la révolte des Gilets jaunes, puisque socialement, tous ces gens-là sont très proches. Mais j'ai toujours été convaincu de ça, c'est la culture qui détermine, c'est l'identité qui détermine avant. Et donc,
pour la plupart, ces gens dans les banlieues se foutent complètement du sort de la France périphérique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils n'ont pas la même histoire. Donc ils se foutent complètement, pour eux, ils n'ont pas le même avenir. Et au milieu, il y a la France des élites, la France des vrais vainqueurs de la mondialisation, qui jouent avec tout ça et qui essayent de survivre et de ne pas se faire voler ni sa voiture, ni sa belle maison dans le 8e arrondissement. J'habite dans le 8e arrondissement. Merci. Alors, qui lève la main? Madame. On ne vous entend pas. Ah oui, parlez plus fort parce que déjà que je suis myope, je vois rien, donc si j'entends plus, Moi alors là... aussi, mais c'est la faute du micro. Bonsoir, chère madame. Je vous suis beaucoup à la trace, hein. Vous m'intéressez énormément. Merci, je madame. ne rate aucune de vos émissions et de vos interventions. C'est une déclaration. Hein. Oui, tout à fait. Bah, merci, chère madame. Intellectuel. Je voulais vous dire que je ne crois pas que, comme on tente de vous présenter, vous soyez un passéiste. Je crois que vous vous appuyez sur l'histoire pour voir plus loin. Et je voudrais vous proposer 3 mots et voir le lien que vous pouvez en faire pour l'avenir. L'Europe actuelle de Bruxelles, la catastrophe démographique de l'Europe et l'immigration. D'autres questions, tu veux? Alors, ça tombe très bien parce que, bonjour, Thomas Javotsky, l'ULR de l'Essonne. Je suis très très loin derrière les flashs, donc vous ne me voyez pas, enfin on s'est vu à d'autres endroits. Mais, ah oui, je vais faire une transition sur l'Europe. Merci à vous, ce que vous avez fait sur le roman français ou la réappropriation de notre histoire. Et j'en profite, mais là c'est le hasard des calendriers, pour féliciter l'ensemble des Républicains et Laurent Wauquiez d'avoir tenu bon sur la tête de liste de M. Bellamy. Et il y a bien que les gens de LCI, pour parler d'un candidat qui divise, je ne sais pas trop qui divise, mais en tout cas pas au sein des Républicains. Au-delà de ça, vous nous parlez du roman français, et ça fait partie d'un petit courrier que j'ai envoyé à Laurent, qui je sais qu'il a lu. C'est la question de l'identité européenne. Et en fait, j'aurais une question pour M. Zemmour, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour se réapproprier notre histoire? Alors on peut, quand on sera au pouvoir, réécrire les manuels d'histoire, enfin, avec un comité d'experts, lancer quelque chose de scientifique, mais de trouver des appropriations, puis comme des petits garçons. Alors mon fils s'appelle Charles pour tout un tas de raisons, puis vous avez dit un peu celles qui ont présidé tout à l'heure, mais pour qu'on puisse se projeter pour des héroïnes ou des héros, hein. Enfin je fais un peu de mauvais français, mais sur l'Europe, quel serait votre conseil? Puisque pour nous, l'enjeu de ces élections européennes, c'est qu'est-ce qui nous réunit dans les peuples européens. Je pense que c'est quelque chose de trop oublié, c'est pour ça que je parlais de M. Bellamy. Parce que d'avoir un penseur, un philosophe est forcément un historien, des idées, mais pas seulement, il semble qu'il faut qu'on puisse trouver notre héritage, et notamment chrétien, mais pas que, romain, latin, juif, l'héritage des Lumières. Et donc, dans les propositions que les Républicains devraient porter, moi j'avais fait une proposition, on verra si elle sortira, d'avoir une université européenne de la culture, ou une capitale européenne de la culture, ou pourquoi pas une capitale historique à Trieste, bon c'est d'autres sujets. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en Europe pour se réapproprier l'histoire européenne? Et auriez-vous des auteurs à nous conseiller, vos équivalents sur l'histoire européenne, pour se réapproprier notre histoire européenne commune, puisque sur l'Europe, on n'arrivera pas à avancer tant qu'on ne se connaîtra pas entre Européens comme on ne se connaît pas entre Français. 3e question, monsieur, à midi, en face de moi. Mademoiselle, le micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour monsieur Zemmour. Je vous le ramène. Pardon. Bonjour monsieur Zemmour. Bonsoir. Moi j'ai une question toute simple. Vous parlez de la désagrégation de l'histoire de France et de la France. Moi je voudrais savoir quel est le but de ces personnes et si elles sont identifiées. Et si dans les 40 dernières années, il n'y a pas eu quand même des alternances qui nous auraient permis peut-être d'influencer ce sinistre destin. Alors, c'est assez simple et très compliqué, chère madame. En fait, il y a toute une école intellectuelle française. J'expliquais ça dans mon précédent livre, surtout dans Le suicide français, qui remonte à d'ailleurs des intellectuels très brillants comme Foucault, Derrida,
Guattari, etc., qui comment dire, poussent à la déconstruction de la France. Et on pourrait, et c'est ce que j'allais dire, on pourrait remonter très loin parce que c'est une grande tradition des élites françaises. J'explique ça dans Le Destin, si vous voulez, il faudra aller trop loin. C'est-à-dire que je pense que les élites françaises ne supportent le peuple français que quand il est en mesure de lui donner les clés de la domination en Europe. Quand il est en mesure de lui donner les clés de la domination en Europe, ça s'appelle Louis XIV, ça s'appelle Richelieu, Louis XIV, Napoléon, là, les élites françaises sont françaises. Et puis quand le peuple français est vaincu, alors là, les élites françaises estiment que ce n'est pas de leur niveau et qu'elles doivent de toute façon dominer l'Europe. Et donc, elles sont prêtes à se donner aux vainqueurs. Alors, elles se donnent à l'anglais, elles se donnent à l'allemand, je vous passe les détails, elles se donnent à l'américain, elles se donnent maintenant à Bruxelles. Hein, c'est-à-dire qu'elles se donnent à celui qui va leur permettre de continuer à gouverner l'Europe, puisque c'est comme ça qu'elles se regardent dans leur miroir. Les élites françaises se considèrent comme plus intelligentes que les autres, et donc doivent absolument gouverner l'Europe. Si le peuple français n'est plus en mesure de leur donner ces clés-là, eh ben, elles vont le chercher ailleurs. Et là, on a, si vous voulez, un détour de ça, c'est-à-dire qu'on a des universitaires qui estiment que la France est morte, puisqu'elle ne leur permet plus de gouverner l'Europe. Et donc, il faut l'achever. Voilà. Il faut l'achever, et en plus, elles habillent ça toujours, ça c'est le génie de la France, c'est qu'on est le pays de l'intellectualisme, on est le pays de l'abstraction, on est le pays du concept. Taine a écrit des pages absolument sublimes là-dessus, dans lesquelles il explique que tout part de Descartes et que nous sommes le pays de l'abstraction. Et c'est pour ça qu'on fait la Révolution française. Nous sommes le pays de l'abstraction et donc nous sommes le pays de l'universel. C'est-à-dire qu'un homme, pour nous, pour nos intellectuels, n'est jamais enraciné dans une terre et tout, ça c'est vulgaire. Il est un être pur et il est un être universel. D'ailleurs, c'est là où le laïcisme, souvent anticlérical, rejoint nos racines catholiques. Hein. Catholicos, ça veut dire universel, mais c'est un catholicisme dévoyé. C'est les fameuses idées chrétiennes devenues folles, chères à Chesterton. Et donc, cet universalisme doit abolir la France. Vous savez, vous vous souvenez, les communistes voulaient détruire la bourgeoisie au nom du prolétariat. Eh bien, ces gens-là veulent détruire la France au nom de l'humanité. Et encore, ils estiment que la France peut être fière d'elle-même, puisqu'elle va se sacrifier au nom de l'humanité. Ça, c'est vraiment, je pense, le fond de l'affaire. Alors maintenant, vous me dites la droite là-dedans. Mais ma pauvre amie, la droite là-dedans, elle regarde passer les trains. La droite, elle est depuis 1789, elle est terrorisée à l'idée d'être guillotinée, puis elle a été terrorisée à l'idée d'être fusillée, puis elle a été terrorisée à l'idée d'être traitée de droite, et elle a été terrorisée à l'idée de ne pas être la gauche et de ne pas être soumis à la gauche. Donc quand elle n'est pas... Vous savez, même le général de Gaulle a laissé l'école aux communistes. C'est quand même, quand on y réfléchit 2 minutes, incroyable. Mais même le général de Gaulle n'a pas compris cet enjeu-là. Et il a laissé tomber, il avait d'autres chats à fouetter, vous me direz. Et puis il avait gagné de telles batailles sur la gauche, justement, institutionnelle, etc., que là, il n'a pas pu mener à bien. Même Napoléon, qui rétablit en vérité une monarchie sur le dos de la République, de la Révolution, eh ben, il fait accord avec les Jacobins. La France est le pays de la Révolution française, et donc ça a des conséquences sur la politique française et sur la droite. Il n'y a pas ça ailleurs. Il n'y a pas ça en Allemagne, il n'y a pas ça en Italie, il n'y a pas ça en Angleterre, il n'y a pas ça en Amérique. Vous savez, Hannah Arendt dit, j'ai lu dans Hannah Arendt quelque chose d'absolument que je trouvais fulgurant. Elle dit pourquoi il y a eu la Révolution en France et pourquoi il n'y a pas eu la Révolution en Angleterre. Et elle dit tout simplement parce que ceux qui étaient en 1648, qui se sont révoltés contre le roi en Angleterre, ensuite on les a envoyés en Amérique. Et donc ils ont fait l'Amérique.
Et donc la population de futurs révolutionnaires, eh ben, elle a fait l'Amérique. Et nous, on a gardé nos révolutionnaires et on a fait 1789. Et je pense que ça donne une histoire complètement différente et que ça rend la droite hébétée. C'est très compliqué pour la droite en France de penser, parce qu'immédiatement, la gauche lui dit « Non mais là, c'est pas bien du tout, là, ce que tu fais. Allez hop, chut, du balai. » Donc, et la droite se couche. Alors, les autres questions, Ah, lui, il y a démographie, l'Europe et la culture européenne. C'est lié d'ailleurs tout ça. Oui, il y a une civilisation européenne. Oui, il y a une culture européenne. Il y a des cultures européennes. Oui, il faut les faire connaître. Moi, évidemment, tout ça est vrai. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Moi, j'ai fait ma culture entre guillemets européenne, tout simplement par la lecture des romans, quoi. J'ai lu Kundera, j'ai lu Zweig, j'ai lu Kadaré, j'ai lu Dostoïevski, j'ai lu Tolstoï, j'ai même lu des auteurs allemands, c'est dire. J'ai lu. Je pense que c'est comme ça qu'on fait sa culture européenne et qu'on voit à quel point nos problématiques sont communes, à quel point notre histoire est imbriquée, à quel point, si vous voulez, la France. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, mais ne le répétez pas à l'étranger. Pour moi, la France n'est pas en Europe, elle est l'Europe. C'est-à-dire que, oui. La France a pris des morceaux de toute l'Europe. Elle est anglaise en Bretagne, elle est italienne à Nice, elle est allemande en Alsace, elle est espagnole dans le sud-ouest, etc. La France, c'est l'Europe. Et c'est pour ça qu'elle avait un destin impérial. Mais passons. Et maintenant, évidemment, nous devons... alors maintenant, vous me dites, Bruxelles. Le problème de Bruxelles, c'est que Bruxelles ignore complètement cette culture européenne. Bruxelles est dans une culture juridico-économique qui ne connaît que le droit et le marché et qui ne connaît que l'universel. C'est le vrai problème de Bruxelles. À la limite, on pourra connaître les cultures européennes par des accords avec les autres pays, par une connaissance des autres pays, en allant visiter les autres pays, les autres nations. Je ne vais pas vous refaire le numéro du général de Gaulle sur Goethe, Dante et Chateaubriand, qui ont été grands parce qu'ils étaient en allemand, en français et en italien et pas en volapuc. Mais il avait raison là-dessus. C'est tout le problème de la Commission de Bruxelles, qui elle, n'est que dans une logique juridique et économique. Maintenant, pour la démographie, pour répondre à la question, vous savez, j'explique dans le livre, je reprends... une scène d'un film que j'ai beaucoup aimé il y a 20 ans, qui est un film québécois qui s'appelle Le déclin de l'Empire américain, dans lequel le prof d'histoire commence son premier cours aux étudiants en disant il y a 3 lois en histoire. La première, c'est le nombre. La deuxième, le nombre. La troisième, le nombre. Je vous laisse imaginer la suite. Merci. Alors, on a une question de monsieur et ensuite 2 personnes sur ma gauche. Là. Monsieur. Marche pas? Si, il marche, ça y est. Alors, comme Éric Zemmour, les prospectivistes sérieux savent qu'on ne construit pas l'avenir sur des tables rases du passé. Ils savent aussi qu'il y a des tournants à prendre et que ces tournants appellent des capacités de gouvernance du changement qui sont exceptionnelles aujourd'hui. J'aimerais vous entendre sur l'art et la manière de prendre le tournant de sociétés exceptionnelles dans lesquelles nous sommes engagés. Alors, on peut dire tournant, on peut dire... correction de dérive, on peut dire nouvelle ère, on peut dire plein de mots. C'était votre question. Voilà. Vous ne me laissez pas beaucoup de chance. Hein. Un gros point d'interrogation pour la question, mais vous allez très bien vous en sortir. Mais et il y a 2 questions là. Voilà. C'est le vieux truc de Chirac. Passons à la deuxième question. Bonjour, Geneviève de la Pomélie. Je vous pose cette question. Sur un Auvergnat, il n'y a pas que Laurent Wauquiez célèbre en Auvergne, il y a aussi un... Il y a aussi Brice Hortefeux. Hein. Aussi. Et il y a Lafayette. Il y a Lafayette. Lafayette qui a créé les droits de l'homme européens. Lafayette qui a pris fait et cause pour les Juifs. Lafayette
Oui, allez-y, je vous écoute. Je peux vous en apporter les preuves si vous voulez. Oui. Il n'y avait pas que lui. Mon aïeul a pris vraiment fait et cause pour tout ceci. Donc j'ai pas dit le contraire. Donc la question que je vous pose, c'est s'il était là à l'heure actuelle, lui qui idolâtrait la liberté, comment agirait-il? Merci. Alors là, vous avez des questions, là ça devient dur. Hein. On avait une question. Monsieur. Il y a quelqu'un en fond? Sur l'autre micro. Je n'ai aucune autorité sur la personne qui me donne le micro. La droite n'est plus ce qu'elle était. Absolument, mais il faut vraiment qu'on restaure. Bonsoir Éric Zemmour. Tout d'abord, je veux vous saluer pour votre courage. Merci monsieur. Vous avez parlé bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Vous avez parlé donc de l'histoire de France qui est très important. Moi-même qui étais élève dans une école française en Égypte, j'ai appris l'histoire de France. Bonsoir Laurent Bouclier. Et donc voilà, je voulais dire que les enseignements, c'est peut-être Laurent Bouclier qui peut vous répondre aussi à cette question. Quelles sont les mesures à prendre actuellement, puisqu'il y a une partie de la population que non seulement veut islamiser la France, mais elle veut justement charianiser la France. Et donc on a perdu beaucoup de temps jusqu'à maintenant, et le rôle de la droite doit être très importante pour trouver les mesures adéquates. Pourquoi aussi ne pas faire de la laïcité, qui est une valeur propre à la France, pourquoi ne pas faire de la laïcité une valeur internationale, universelle, qui peut peut-être nous faire avancer tous. Voilà, merci. C'est-à-dire que j'ai compris, vous voulez qu'on refasse la grande armée de Napoléon et qu'on occupe toute l'Europe. Et comme ça, on imposera la laïcité à toute l'Europe. Et l'Égypte avec. Moi, je suis assez pour, hein, mais bon. Alors, je vais essayer de répondre, parce que là, vos questions... le tournant, j'ai pas très bien compris quel tournant. J'imagine, il y a beaucoup de tournants en ce moment qu'on prend. Je pense que... Alors, je sais pas si c'est le sens de votre question, hein, mais c'est comme ça que je l'entends. Je pense que nous vivons, et c'est aussi le sens de la discussion sur les Gilets jaunes, je pense que nous vivons effectivement un double tournant. Le premier tournant, c'est la révolte des peuples. C'est-à-dire ce que les élites appellent avec mépris le populisme. Moi, je prétends que c'est le cri des peuples qui ne veulent pas mourir. Et là, on commence à les entendre sacrément. Alors, ils n'ont pas toujours raison, ils ne le disent pas toujours bien, mais ils crient de plus en plus fort, et si on ne les écoute pas, ça va plus que crier, ça va taper de plus en plus fort. Il y a eu le Brexit, il y a eu Trump, il y a eu Salvini en Italie, je vous passe Orban et la Pologne et l'Autriche. Je pense que là, comme d'habitude, la France a une histoire à part, c'est-à-dire que nous, on revisite notre histoire révolutionnaire, et ça se fait dans le bruit et la fureur. Tout l'enjeu pour notre classe politique, pour nos politiques, etc., c'est de canaliser cette fureur populaire, mais je crois que c'est exactement le même cri qui est poussé ailleurs. Les peuples refusent, ils ont été hébétés pendant 30 ans, et ils refusent la destruction programmée par la mondialisation. Je crois que c'est le grand événement de ces dernières années, et que ça va continuer, et que ça va tendre de plus en plus fort. Et vous avez compris, quand je parle de mondialisation, j'entends toujours la mondialisation par le haut et la mondialisation par le bas. La mondialisation par le haut, c'est la mondialisation économique que je dirais américano-chinoise, pour parler vite, et vous avez très bien compris ce que je veux dire. On est pris en étau entre l'Amérique et la Chine. Et la mondialisation par le bas, c'est évidemment le nombre. Et dans ce nombre, c'est évidemment l'islam qui, comme l'a très bien dit monsieur, chariaïse une grande partie du territoire français. Et si vous voulez, je pense que là, nous avons les deux tournants majeurs pour la France. Il y a une phrase de René Girard que j'ai redécouverte dans son dernier livre qui s'appelait « Achever Clausewitz ». Il est mort quelque temps après. Et dans ce livre, il disait « Il nous faut entrer dans une pensée du temps où la bataille de Poitiers et les croisades sont plus proches de nous que la Révolution française et l'industrialisation du Second Empire ».
Je pense que cette phrase est prophétique et que c'est le deuxième tournant qui nous guette, c'est-à-dire que nous sommes aussi dans un moment où, comme le dit Clausewitz, nous revenons à des parties complètement oubliées de notre histoire, et les parties qui nous ont occupés depuis 2 siècles, la Révolution française et l'industrialisation du Second Empire, s'éloignent peu à peu. Donc ça, c'est vraiment, j'essaye de globaliser les réponses aux 3 personnes. Maintenant, pour Lafayette, je vous avoue, chère madame, que vous allez me détester, mais à côté de Napoléon, Lafayette, c'est un nain. Franchement, ça a été... Bon, c'est un type très courageux, hein. Ça, je ne dis pas. Ce qu'il a fait en Amérique, c'est très audacieux et c'était formidable. Mais ce n'était pas un grand politique. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et il a été manipulé par les autres, par des types qui étaient beaucoup plus méchants et beaucoup plus pervers, des Fouché, des Talleyrand, vous voyez, qui l'ont manipulé parce qu'il était... c'était un brave gars, quoi, qui allait, qui n'avait pas peur. Et ça, c'était formidable. Mais en politique, il est tombé, il faut dire, sur des aigles, sur des types qui étaient à la fois très méchants, très intelligents et très pervers. Et en 48, il aimait bien qu'on le ramène quand même, hein, qu'on le rappelle. En 1830, pardon, excusez-moi. 1830, excusez-moi. Ça lui a bien plu quand même. Alors, après ces considérations sur Lafayette, 3 questions qui sont plutôt là, et peut-être les dernières questions, si vous êtes d'accord, puisqu'ensuite Eric va dédicacer son livre à tous ceux qui le souhaitent. Monsieur. Bonsoir. Alors, pour rebondir sur les premiers mots de Laurent Wauquiez qui nous parlait de soumission, c'est une question un petit peu provoque. Ne pensez-vous pas que nommer le premier parti conservateur de droite français, les Républicains, est le signe même de la soumission idéologique à nos adversaires, la gauche, au regard de l'histoire qui nous apprend que la gauche défendait la République et la droite, justement, défendait la monarchie, avant la triple division de la droite, bonapartiste, orléaniste et légitimiste que nous avons évoqué tout à l'heure. Wauquiez m'avait pas dit que c'était aussi varié chez les Républicains. Ah non, bravo, bravo. Ça me rappelle quand j'étais jeune journaliste politique et que Pierre Mazot insultait Michel Barnier, ça me plaisait bien. Ça m'amusait beaucoup. Ils s'en vendent plus maintenant, Barnier. Et ça, c'était assez drôle. Les deux autres questions, peut-être. Oui, bonsoir. Allez-y, allez-y. Hijab Kouri, je suis pharmacien, je suis l'ancienne élue de Paris. Éric Zemmour, vous avez donné une définition universelle de la culture. Ne pensez-vous pas que la culture, quand même, c'est la langue qu'on parle à l'intérieur d'une maison, c'est la gastronomie aussi. Et c'est plein de coutumes, d'habitudes que chaque famille peut quand même donner à ses enfants. Donc au sein de l'Union européenne, je m'excuse, mais on ne parle pas la même langue. Et je pense que quand on dit l'Union européenne, on parle surtout, et on n'ose pas le dire, c'est religieux. C'est-à-dire l'Union européenne, la majorité, ils sont pour la plupart des catholiques. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des musulmans en France. Comment vous voyez l'intégration des musulmans au sein de la nation française ? Parce que c'est un vrai problème, je pense, et un vrai sujet. Je vous remercie. Vous avez gratté 15 questions à la fois, là. Hein. Bravo. La dernière question, avant qu'Éric consacre les 3 heures qui viennent à vous répondre. Alors. Bonsoir, Thierry Kieffin. Je vais vous parler d'un terme qui est beaucoup employé aujourd'hui, que vous avez employé vous-même tout à l'heure, Monsieur Zemmour. Comment peut-on parler au sujet des Gilets jaunes de la France périphérique alors que le centre de la France se trouve dans le Berry, que le centre de l'Europe économique et de l'euro se trouve dans un département qui m'est cher, qui est la Nièvre, et que la France périphérique est quand même bien au centre de tout ça. Il me semble, si mes cours d'histoire étaient bons, que la révolution de 1789 est partie d'une ville proche de chez Guillaume Larrivé qui s'appelle Clamecy. Il vote toujours à gauche d'ailleurs, c'est un problème. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous pourriez, par hasard, avec votre pouvoir médiatique, essayer de ramener la France au centre et que la France périphérique soit vraiment la France ? Voilà. Dans sa diversité. Là, vous me prêtez un pouvoir que je n'ai pas. Hein.
Écoutez, là, je vais essayer de répondre le plus succinctement possible et le plus clairement possible. Pour l'Union européenne, je crois que le problème de l'Union européenne, c'est que c'est un État sans nation. Et fondamentalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un fantôme d'État qui donne ses instructions, et avec l'aide d'ailleurs des États européens eux-mêmes. Mais il n'y a pas de nation européenne, vous avez raison, il y a une civilisation européenne, et tout l'équilibre subtil, c'est de trouver des accords entre nations européennes sans considérer que nous sommes qu'il y aura les États-Unis d'Europe. C'était le grand mythe des fédéralistes, et je pense que ce grand mythe, ils doivent y renoncer. Le problème, c'est qu'il y en a certains qui n'y ont toujours pas renoncé. Maintenant, évidemment, le lien... D'ailleurs, c'était le projet d'origine des pères fondateurs, c'est le catholicisme. Vous avez tout à fait raison. C'est évidemment le ciment européen. Et d'ailleurs, Chirac et Jospin sont très coupables d'avoir empêché qu'on inscrivit les racines chrétiennes de l'Europe. Je pense qu'ils sont très coupables. Maintenant, ça aussi, c'est dans la révolte que l'on qualifie de populiste. On voit bien que les peuples veulent se réapproprier leurs origines, leur identité, leurs coutumes. Madame qui disait les coutumes, c'est à l'intérieur de la famille. Évidemment, et elles doivent continuer à être transmises. Ça, pour moi, il n'y a pas de sujet là-dessus. Maintenant, j'aurais du mal à répondre sur l'intégration des musulmans, car il nous faudrait une soirée entière. C'est un vaste sujet, et je pense d'ailleurs que c'est un sujet qui est en voie d'être réglé, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a une partition, là, comme pour parler encore comme Hollande. Il y a des musulmans qui veulent sincèrement devenir français, qui sont devenus français petit à petit. Je dis ça parce que, évidemment, quand on vient de contrées étrangères, on devient français, on s'approprie petit à petit la France. Et c'est le parcours de tous les gens qui viennent de l'extérieur, qu'ils étaient italiens, belges, etc. Et donc ça existe, même si je dirais que l'assimilation, comme on n'impose plus une assimilation, elle est de moins en moins bonne. C'est dramatique d'ailleurs pour les musulmans eux-mêmes, mais ça, c'est un sujet sans fin. Et puis, il y a dans nos banlieues de plus en plus de territoires qui... On dit toujours les territoires perdus de la République. Ce n'est pas les territoires perdus de la République, c'est les territoires perdus de la France. C'est-à-dire que c'est des territoires qui, petit à petit, s'excluent du territoire français. C'est toute la différence entre des individus et des masses. Vous savez, il y a une phrase de Benjamin Constant que j'aime beaucoup et qui résout notre question et qui dit tout est moral dans les individus, tout est physique dans les masses. Un individu est libre car il n'a en face de lui que des personnes de sa force. Dès qu'un individu entre dans une masse, il n'est plus libre. Eh ben, l'histoire des musulmans français, c'est Benjamin Constant qui l'a vu 2 siècles avant. Tant qu'ils sont individualisés, eh ben, évidemment qu'ils vont se couler dans le giron français, comme on a tous fait. Dès qu'ils deviennent une masse, c'est-à-dire beaucoup de nos banlieues, c'est fini. Ils sont défrancisés, ils sont réislamisés, et les territoires vont doucement dériver vers l'éloignement de la France. C'est tout le problème qui va nous tomber dessus et qui nous a déjà tombé dessus. Un grand merci à Éric Zemmour. Avant que notre président Laurent Wauquiez ne conclue et que Éric ne dédicace, je fais comme toujours les annonces après la messe, si j'ose dire. C'est-à-dire j'annonce les prochains rendez-vous des idées. Ce soir, c'était le 8e soirée. Je crois que c'est probablement la plus réussie. Merci. Le 9e, ce sera... C'est gentil. Merci beaucoup. Le 9e, ça sera le mercredi 27 février. Ce sera autour du thème « Le président et le Parlement ». Et on fera un petit truc à 2 voix. Il y a Maxime Tandonnet qui viendra présenter sa biographie Tardieu chez Perrin. Et puis j'essaierai de parler aussi un peu de mon bouquin « Le coup d'État Macron ». Et un mois après, le mercredi 20 mars, ce sera Luc Ferry et Bernard Accoyer. Luc Ferry, il y a eu un petit souci d'agenda au mois de janvier, donc on fera ça le 20 mars, autour du thème de l'environnement et de la science. Voilà, merci à tous. La parole à Laurent.
voudrais juste... alors c'est peut-être l'agrégé d'histoire qui essaiera de capter quelques leçons d'histoire proposées par Éric. Mais vous expliquez pourquoi est-ce que ces soirées sont importantes. Toute la politique actuelle est faite d'une espèce d'attrition progressive. C'est de l'ultra-communication, c'est de l'ultra-court terme, c'est de l'ultra-buzz. Et c'est d'ailleurs des politiques dont la vision devient de plus en plus courte, à tel point même que maintenant, le politique en est réduit à adresser des courriers avec des questions, sans même plus expliquer aux Français quelle est sa propre vision. Moi, je ne crois pas qu'on reconstruira ni le pays, ni la confiance dans le politique sur ces bases. Je pense que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut reprendre de la hauteur. Il faut reprendre de la distance. Il faut redonner du temps long. Pourquoi est-ce que quelqu'un comme Éric est précieux? Pourquoi est-ce que quelqu'un comme Luc Ferry est précieux? Pourquoi est-ce que quelqu'un comme Finkielkraut est précieux? Et pourquoi est-ce que quelqu'un comme Bellamy est précieux? Parce que ce sont des gens qui nous permettent de reprendre de la distance, de voir ce qui se passe et d'essayer de le comprendre. L'histoire nous aide à comprendre. Et elle nous aide à discerner ce qu'il faut faire dans cette période. Au fond, quelle est la leçon d'Éric? Notre pays, plusieurs fois, a été au bord de se dissoudre. Notre pays, plusieurs fois, a été au bord d'imploser. Et notre pays, plusieurs fois dans son histoire, a connu cette période où un certain nombre de censeurs s'arrogeaient le droit d'expliquer aux Français ce qu'était leur destin et ce qu'ils devaient poursuivre. Avec d'ailleurs souvent cette espèce de pulsion mortifère que Éric a parfaitement détaillée, où on explique à la France que pour réussir, elle doit se renier et changer de nature. À chaque fois, il y a eu deux chemins. Il y a eu le chemin de ceux qui ont pensé que la modernité se construisait sur les décombres de nos fondations et de nos valeurs. Ça a abouti à Talleyrand, ça a abouti à Louis XV, ça a abouti à tous ceux qui ont souvent plongé la France dans de longues périodes de recul et de décadence. Mais il y a aussi l'autre chemin, qui parfois est notre échange avec Éric. C'est moi, je veux garder l'espoir. Qui est les phases de sursaut, les phases de réveil. Celles qui permettent le réarmement. C'est celle de Richelieu, c'est celle de Bonaparte. Dans ces phases-là, elles se sont toujours construites sur une idée qui est au fond assez simple. La France doit se réapproprier ce qu'elle est et retrouver sa fierté et son destin. C'est cela. Cette leçon, c'est celle de la France et c'est celle de la droite. Parce que je suis convaincu qu'il y a un lien consubstantiel dans ces périodes entre ce que la droite apporte et ce qu'est le réveil du pays. À chaque fois que la droite a été soumise, elle a accompagné la France dans la décadence. À chaque fois que la droite a été lucide et qu'elle a permis le réveil, elle a organisé ces phases de sursaut. Il y a eu de longues phases de soumission que la droite a connues. Et vous me connaissez, je pense que dans ces périodes-là, précisément, nous avons toute l'opprobre des censeurs qui est concentrée sur nous, comme elle a été concentrée sur Éric, pour faire taire. Ce sont des périodes où est testée notre résistance. Et ce sont des périodes où il faut au contraire aller puiser en nous cette énergie qui est celle des convictions. Le choix qu'on a fait aux européennes, c'est le choix d'affirmer ce que nous sommes et de dire clairement, vous ne nous dictez pas les choix qu'on a à faire. Le choix que nous faisons maintenant, c'est tout simplement un choix qui consiste à dire, il est urgent que la droite ouvre une nouvelle page et que cette nouvelle page permette de tourner toutes celles qui ont amené à la fois au recul du pays et au recul de notre famille politique, c'est-à-dire celle où petit à petit, on s'est recroquevillé en renonçant à nos idées. Le livre d'Éric Zemmour, c'est un livre qui invite au réarmement intellectuel. C'est un livre qui invite au sursaut des valeurs. C'est un livre qui invite à réinstaurer du temps long dans la politique française. Eh bien, c'est ce qu'on va faire, parce que sinon on est condamné à mourir. Et en France, la mort n'est jamais un destin. Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous.